Anne court aussi vite qu'elle le peut, fuyant un sanglier, et ne comprend pas comment elle a pu se retrouver là, surtout sous les traits d'une petite fille. La veille, la jeune fille avait lu son histoire préférée sur les loups-garous jusqu'à tard dans la nuit. Anne était tellement heureuse pour ses personnages préférés qu'à un moment donné, elle s'est cognée la tête contre le lit par accident. La jeune fille, ne comprenant toujours pas comment elle s'est retrouvée dans la forêt primitive, court en espérant que sa vie ne s'achèvera pas si vite. Soudain, un louveteau noir apparaît sur le côté, attrape la fillette par ses vêtements et saute sur le côté. Pour sauver un inconnu d'un sanglier, le louveteau se jette dans les buissons denses qui bordent le chemin. Le loup-garou se transforme en humain et dit à la jeune fille qu'il s'appelle Sean. Le garçon couvre la bouche d'Anne et lui demande de se taire car le danger, sous la forme du sanglier, est encore proche. La jeune fille est paniquée. Si un loup-garou se trouve devant elle, cela signifie qu'elle s'est retrouvée dans le monde des animaux, comme dans son livre préféré. Soudain, un sanglier furieux surgit des buissons. Sean saisit la main d'Anne et les enfants s'enfuyaient. Comprenant qu'il ne pourra pas aller loin avec la fille, le garçon sort un étrange sifflet et souffle dedans fort et longtemps. Complètement hypnotisée, Anne remarque que le sanglier s'est soudainement arrêté et ne les poursuit plus. La jeune fille est si heureuse d'être sauvée qu'elle se précipite vers Sean, le serre dans ses bras et le remercie de l'avoir sauvée. Mais le garçon, effrayé, lui demande de ne pas la lâcher. Anne n'entend pas les supplications de son sauveur. Pour une raison inconnue, elle est follement amoureuse du louveteau qu'elle serre dans ses bras. Mais soudain, le garçon s'est étrangement affaissé et est tombé au sol sans rien sentir. Soudain, Joe le lion, le grand frère du louveteau, sort des buissons et dit d'une voix tout à fait humaine qu'il a enfin retrouvé Sean. Avant qu'Anne ne reprenne ses esprits, le lion remarqua la surprise de la jeune fille et lui proposa de rejoindre sa tribu pour perpétuer la lignée familiale. Anne, qui est une femme adulte dans un corps de petite fille, ne souhaite pas participer à la perpétuation de la race des loups-garous et refuse catégoriquement. S'approchant du louveteau, Joe le secoue pour essayer de le faire revenir à la raison, mais le garçon ne semble pas pressé de reprendre ses esprits. La silhouette dans les buissons remarque avec sarcasme que Sean va bien, qu'il fait juste semblant pour attirer l'attention sur lui. Dan, un jeune lion-loup blanc, émerge lentement des buissons. Anne ne peut contenir ses émotions. Le garçon est incroyablement beau, d'autant plus que la jeune fille a un faible étrange pour les blonds. Dan est impoli envers la fille, et le lion remarque en riant que si le garçon se comporte ainsi avec les femelles, il restera seul. Le lionceau fait remarquer qu'il ne comprend même pas de quoi parle la fille. Anne rétorque que le garçon est trop jeune pour comprendre quoi que ce soit. Les enfants continuent de se battre, et le lion tente de les calmer en riant. Au bout de quelques minutes, Joe, exaspéré par cette querelle, pousse un rugissement et ordonne aux enfants de se taire. La bête explique à Anne que la plupart des loups-garous de la tribu sont très amicaux et invite la jeune fille à les rejoindre. Alors personne ne pourra lui faire de mal. Le lion continue de décrire comment la prospérité, la force, la démocratie et la civilisation règnent dans la tribu, mais Anne lui demande d'arrêter. Elle a tout parfaitement compris. Dan se détourne fièrement et balaie d'un revers de main l'idée qu'il n'est pas nécessaire de se crucifier devant la jeune fille. Si elle ne le souhaite pas, qu'elle reste là. Joe gifle le lionceau et suggère à Anne d'observer la tribu et de décider ensuite si elle veut y rester ou non. Soudain, le sol se dérobe sous les pieds d'Anne, tout autour d'elle se met à trembler et un grondement se fait entendre au loin. La jeune fille demande avec crainte ce que c'est. Lev explique qu'il s'agit de rhinocéros sauvages en migration, et Dan fait remarquer qu'ils ne peuvent pas rester ici longtemps. Dan aide Sean à monter sur le dos du lion, et l'animal suggère à la fille de grimper sur lui pour qu'il puisse rejoindre la tribu plus rapidement. La jeune fille grimpe sur le dos du lion. Ne voulant pas être piétinée par des rhinocéros, elle décide de partir avec les loups-garous, et si quelque chose arrive, elle pourra s'échapper plus tard. Se tournant vers Dan, Anne déclare avec arrogance qu'elle n'a aucune intention d'être son amie. Après quelques minutes de course à grande vitesse, le convoi s'arrête devant un joli village. Soudain, un poignard passe à toute vitesse devant Joe, et la jeune fille, horrifiée, pense que le village a été capturé par des ennemis. Sur le seuil d'une des cabanes se tient la belle Linda, la compagne de Joe, qui déclare d'un ton de reproche que les loups-garous sont enfin de retour. Joe, faisant fi des pitreries de Linda, invite avec enthousiasme la jeune fille à voir qui ils ont amené. En voyant Anne, Linda court vers elle et se met à la regarder avec enthousiasme, disant que la petite fille est une merveilleuse petite fille. Remarquant que Dan s'éloigne en silence, Anne remarque tristement que le garçon a l'air très seul. Joe, réincarné,
explique que le lionceau est devenu si asocial parce que ses parents l'ont abandonné. La jeune fille, ignorant de ce qui l'attend, invente sur le champ qu'elle est elle aussi orpheline, abandonnée par ses parents parce qu'ils n'avaient pas assez à manger. Les paroles d'Anne font naître de véritables larmes dans les yeux de Linda. Elle dit qu'il n'y a plus de cabane gratuite dans le village et que la jeune fille peut y vivre. Joe conseille d'un ton sombre à la jeune fille de ne pas être triste, qu'ils ont de la nourriture en abondance et que sa tribu n'abandonnera jamais l'un des siens. Linda invite gentiment Anne à se sentir comme chez elle, où personne ne l'offensera. La jeune fille, émerveillée par une telle gentillesse, commence à penser que cet endroit n'est pas si mal. Tous les enfants de la tribu des loups-garous, rayonnant d'une hospitalité authentique, viennent à la rencontre d'Anne. Les garçons regardent la fille avec intérêt, remarquant sa grande taille et lui demandant son nom. Anne savoure pleinement cette gloire. Elle apprécie tant de gentillesse et d'attention. Elle décide que cet endroit est tout simplement extraordinaire. Soudain, une main tenant une fleur blanche se tend vers la jeune fille et une voix timide dit qu'elle est spécialement pour elle. Anne se retourne et aperçoit les adorables jumelles Kat et Laurie qui l'accueillent avec enthousiasme dans la tribu des loups-garous. Les filles bavardent à propos du nouvel évanouissement de Sean et disent à l'autre fille que le louveteau ne supporte pas qu'on le touche. Les jumeaux demandent à Anne si elle a déjà vu le lionceau blanc à l'air renfrogné et lui conseilla de se tenir à l'écart de lui car il n'est pas comme eux. Puis d'autres enfants s'approprient également l'idée que les lions blancs sont étranges et peuvent proférer des malédictions. Anne est perplexe et pense que maintenant, la raison de la solitude de Dan est claire. Tout cela est dû à la superstition. Les enfants racontent aux Anne que dans leur tribu, il y a un aîné, le loup-garou le plus gentil et le plus extraordinaire, et aussi une femme d'une grande beauté. Les loups-garous racontent que l'aîné a appris à tout le monde à cuisiner de délicieux plats au feu et leur a aussi appris à sécher la viande, si bien qu'ils ont maintenant de quoi se nourrir en hiver. Anne pense que la vieille dame connaît bien les coutumes humaines. Peut-être qu'elle sait quelque chose, elle a besoin de la rencontrer. Soudain, il crie de joie que le vieil homme est arrivé. Anne a hâte de contempler cette merveilleuse beauté. Amanda invite la jeune fille à faire un tour du village en lui expliquant que la zone est divisée en 3 secteurs. Les territoires de chasse et la logistique sont primordiaux, et la plupart de ces territoires appartiennent aux hommes. Dans le secteur suivant, ils préparent des provisions. La jeune fille pourra venir les aider plus tard. Pointant du doigt la forêt sombre et lugubre, Amanda explique qu'il y a un 3e secteur là-bas, mais que c'est une zone interdite et qu'il ne faut pas s'y rendre. Soudain, la vieille dame entend un petit couinement, dit qu'elle doit partir, et Anne peut continuer sa promenade seule. La jeune fille regarde l'aîné s'éloigner vers la zone interdite et réalise que tout cela paraît très étrange. Anne décide d'aller voir le louveteau et demande à une jeune fille qui passe si elle peut lui dire où habite Sean. La jeune fille regarde Anne avec méfiance et lui demande si elle est l'étrange étrangère que Joe a amenée dans la tribu. Soudain, la jeune fille sort un fouet, le brandit de toutes ses forces et s'apprête manifestement à attaquer Anne, terrorisée. Sean, qui avait surgi des buissons, recouvrit la jeune fille de son corps, exigeant que Kayla se calme et range le fouet. Kayla déclare avec fureur que c'est à cause d'Anne que Sean a perdu connaissance et elle donnera une leçon à quiconque osera faire du mal au loup. Anne, effrayée, saisit la main de Sean et tente de se justifier en disant qu'elle ignorait la réaction du louveteau au toucher et qu'elle ne souhaitait pas cette issue. Kayla observe avec surprise Anne, qui tient la main de Sean et lui demande pourquoi le garçon ne s'évanouit pas. Sean regarde la main de la jeune fille avec étonnement, et Anne dit que, pour une raison inconnue, son contact n'a aucun effet négatif sur le garçon. Kayla sursaute d'horreur. Comme le garçon ne réagit pas, cela signifie qu'il entretient une relation très étroite avec l'inconnu. La petite amie de Sean s'enfuit en larmes. Anne pousse un soupir de soulagement, et le garçon lui demande si elle va bien. Ayant conclu que Kayla aurait pu blesser la fillette avec un fouet, le louveteau veut l'emmener chez un guérisseur. Soudain, la jeune fille remarque un morceau de tissu ensanglanté sur un des buissons. Anne raconte sa découverte à Sean, mais le garçon lui répond que les morceaux de tissu arrachés lors d'une bagarre sont normaux et qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Anne se retourne, alarmée par le fait que le tissu lui semble étrangement familier. Dans les buissons, Dan lèche sa main blessée et constate avec soulagement que la fille et Sean sont enfin partis. Le lionceau se dirige vers la maison. Les enfants autour de lui remarquent qu'il était blessé, mais personne ne s'approche du garçon. Dan se souvient avec amertume que, dès sa naissance, à cause de ses cheveux blancs, tout le monde le considérait comme un monstre.
Le chef de la tribu a dit à la mère que le garçon était maudit par Dieu et que toute la tribu attendait sa destruction, et que pour apaiser Dieu, le garçon devait être exilé. Les parents du lionceau n'avaient pas le choix, et un jour ils l'emmenèrent dans une grotte abandonnée et partirent, et le petit comprit clairement qu'il n'aurait jamais dû naître. Caché dans une des cabanes, Dan pleure en marmonnant qu'il ne veut voir personne et qu'il déteste tout le monde. Mais soudain, Anne entre dans la cabane et remarque des taches de sang sur le sol. La jeune fille déclare avec joie qu'elle recherche Dan depuis longtemps et qu'elle souhaite l'aider. La jeune fille tend un morceau de papier à Dan et lui annonce joyeusement qu'avec l'aide d'une recette secrète et de ce papier, elle arrêtera son saignement. Anne rit en expliquant qu'elle tombe tout le temps et que sa grand-mère arrête toujours ses saignements de cette façon. Dan dit avec ironie que, selon les rumeurs qui circulent déjà dans la tribu, si une fille touche le sang d'un tigre blanc, elle sera maudite. Anne se met à rire et dit qu'elle ne croit pas à ces bêtises et qu'elle aime vraiment beaucoup le garçon lui-même. Dan n'en croit pas ses oreilles. Depuis son enfance, il est habitué à ce que les gens l'évitent. Anne caresse les cheveux du garçon et ne parvient pas à se détacher de lui. Pour une raison inconnue, les loups-garous lui donnent constamment envie de les serrer fort dans ses bras. Les enfants ayant appris qu'Anne avait aidé Dan décident qu'elle est peut-être maudite et qu'ils ne doivent pas l'approcher. Les jumeaux, assis dans les buissons, disent à Anne qu'ils l'aiment toujours, mais qu'ils ont maintenant peur d'être maudits. La jeune fille se souvient que la vieille dame avait elle aussi été très effrayée en voyant comment Anne avait arrêté le saignement du lionceau. La jeune fille se dit que si tout le monde l'évite désormais, personne ne l'empêchera de regarder dans le lieu interdit. Soudain, la jeune fille entend un étrange bruissement derrière elle et est prise de panique. Sean, qui s'est approché en catimini, dit qu'elle ne peut pas être là, mais Anne rétorque que c'est seulement ici que personne ne la voit et qu'elle est maudite. Le louveteau explique doucement que ce n'est pas la faute de la fillette. Les loups-garous ne pensent qu'à eux-mêmes et ont constamment peur de quelque chose. Anne est surprise, c'est la première fois qu'elle entend autant de mots d'un coup de la part de Sean. Il s'avère que son vocabulaire est tout à fait correct. Soudain, la fillette demande au louveteau s'il a peur de devenir un raté. Sean répond indifféremment qu'il n'a pas de telle pensée. Le garçon se souvient de ses journées solitaires passées dans la grotte et dit à la fille que ce ne sera pas facile pour elle seule, c'est pourquoi il était là. Entendant un bruit étrange au loin, Anne dit qu'elle va aller voir ce qui se passe et le louveteau décide de l'accompagner. Anne, qui peine à suivre le loup-garou, est soulagée d'être enfin arrivée à destination, car elle n'a plus la force de courir. Soudain, la jeune fille entend de nouveau un bruit étrange qui avait déjà attiré son attention, et elle est soudain prise de peur. En entrant dans la grotte, les enfants sont stupéfaits de voir le vieil homme accomplir un étrange rituel au-dessus d'une fillette allongée sur le sol. Remarquant les invités, la vieille dame explique calmement que sa bien-aimée est malade, et qu'Amanda doit retourner dans le monde réel pour l'emmener à l'hôpital. Le vieil homme dit qu'il sait qu'Anne n'est pas de ce monde non plus, et invite la jeune fille à les accompagner. Amanda remarque l'hésitation de la jeune fille et lui dit qu'elle peut rester là, mais que l'occasion sera alors perdue, car le téléporteur ne peut être utilisé qu'une seule fois. Soudain, Dan, tout excité, entre en courant dans la grotte et demande à Anne si elle veut vraiment partir. La jeune fille ne comprend pas d'où vient le lionceau, et Sean dit qu'il les a évidemment observés tout ce temps. Dan répond avec passion qu'il a vu la jeune fille entrer dans la zone interdite et qu'il a eu peur qu'elle ne puisse nuire à la tribu. Avec une indifférence feinte, le lionceau dit que si la fille veut partir, elle n'a qu'à partir, cela lui est égal. Sean déclare tristement qu'il ne l'empêchera pas non plus. Elle devrait rentrer chez elle. Amanda rit et dit qu'Anne peut rester, mais ses deux amis ne veulent visiblement pas qu'elle parte. Anne dit que les garçons sont encore petits et que lorsqu'ils grandiront, ils comprendront que le nid doré n'est pas aussi bien que leur propre niche. La jeune fille saisit la main d'Amanda avec un fort désir de rentrer chez elle et de retrouver sa vraie vie. La jeune fille voyage à travers le temps et l'espace et finit par atterrir sur son lit. Anne est heureuse d'être chez elle. Elle serre son oreiller contre elle avec joie et réalise combien le confort habituel lui a manqué. Mais avant même qu'elle puisse reprendre son souffle, la jeune fille est soulevée dans les airs et de nouveau entraînée dans un tourbillon spatial. Anne tombe très vite et heurte le sol de plein fouet avec son visage. La jeune fille regarde avec étonnement les symboles sur le sol et réalise que cet endroit lui est très familier. Est-elle vraiment retournée dans la forêt primitive? Soudain, un énorme lion blanc apparaît à côté d'Anne et l'appelle par son nom. Le lion prend forme humaine et Dan, devenu adulte, les larmes aux yeux, déclare avoir eu une prémonition du retour d'Anne. Le jeune homme serre la jeune fille dans ses bras, la serre contre lui de toutes ses forces et lui dit que quoi qu'elle devienne,
il la reconnaîtra toujours. Le jeune homme admet que, 10 ans après la disparition de la jeune fille, il ne s'est jamais pardonné de l'avoir laissée partir. Léo regarde Anne droit dans les yeux et lui dit que cette fois, il ne la laissera jamais partir. Soudain, le jeune homme embrasse la jeune fille avec passion et fougue, et elle est stupéfaite de réaliser que ce n'est pas ainsi qu'elle avait imaginé son premier baiser. Le jeune homme continue d'embrasser la jeune fille et lui murmure passionnément qu'Anne devrait être sienne. Soudain, une voix furieuse retentit à l'entrée de la grotte, ordonnant à Dan de lâcher la fille. Se retournant, la jeune fille aperçoit une magnifique jeune brune qui exige toujours avec colère que le lion s'écarte. La brune se place entre Dan et Anne et crie que le lion lui-même ne comprend pas ce qu'il a fait. Deux hommes sont prêts à se battre pour savoir qui possédera la fille. Anne, assise à l'écart, comprend bien qu'ils ne vont évidemment pas lui demander son avis ici. Soudain, des loups-garous pénètrent dans la grotte et crient que la tribu est sauvée, car le messager des dieux est enfin apparu. Anne se demande si tout le monde pensait vraiment qu'elle allait sauver les malades et les blessés simplement parce qu'elle apparaissait dans la zone interdite. Un des membres de la tribu accourt vers la jeune fille, dont le visage est entièrement ravagé par une maladie inconnue, et la supplie de la sauver. Joe, un homme âgé, demande à Anne d'essayer de tenir la main de la jeune fille et de prononcer certains mots. Anne obéit docilement à tout ce que le loup-garou lui ordonne, et soudain, une merveilleuse lueur apparaît autour des mains des filles. La jeune fille malade regarde ses mains avec perplexité et dit qu'elle se sent étonnamment bien. Anne est stupéfaite. Il s'avère qu'elle peut réellement guérir les autres d'un simple toucher. Soudain, Joe sort de la grotte en poussant un cri sauvage et proclame joyeusement que la tribu est désormais sauvée. Sean examine la jambe blessée de la jeune fille et l'accueille chaleureusement de nouveau au sein de la tribu. La jeune fille ne peut détacher son regard du loup. Il est devenu un si bel homme au cours des 10 dernières années. Dan apparaît aussitôt devant Anne, admet avoir agi de manière imprudente en l'embrassant et lui demande si elle devrait lui en vouloir. Anne répond avec irritation qu'en tant que vieille amie, elle pardonnera à ce type, mais lui demande sincèrement de ne plus recommencer. Soudain, Dan serre de nouveau la jeune fille fort dans ses bras et lui demande d'admettre qu'elle a aimé ça. L'homme entraîne la fille vers la sortie. Elle rit bêtement et propose de retourner au village pour discuter de tout là-bas. En sortant de la grotte, la jeune fille est stupéfaite de voir les loups-garous rassemblés, qui la saluent et crient qu'elle est la messagère du dieu des animaux. Dan prend Anne dans ses bras et déclare que, puisqu'elle est une messagère de Dieu, il se doit de la conduire auprès de la tribu. Sean observe les jeunes gens avec envie, conscient qu'il est trop modeste pour se comporter aussi ouvertement. Joe, qui a rencontré la jeune fille, affirme qu'il était au courant de sa particularité dès le début et qu'il lui a proposé de choisir l'homme qu'elle voulait. De jeunes et beaux loups-garous commencent à se dévoiler dans toute leur splendeur, chacun espérant que la jeune fille le choisira. Anne est perplexe quant à son choix, car tous les loups-garous sont beaux, les uns après les autres. Dan serre la jeune fille dans ses bras et déclare avec colère que les garçons n'ont pas besoin d'essayer. Le messager l'a déjà choisi. L'un de ces beaux hommes affirme qu'une femme ne peut pas avoir qu'un seul partenaire. Donc, tout le monde a sa chance. Joe rit et dit que Dan a attendu 10 ans pour Anne, et que si la fille choisit quelqu'un d'autre, ce sera injuste. Soudain, Anne se dit que, lorsqu'elle est retournée dans la tribu, elle n'a jamais revu Sean. Conduisant la jeune fille chez lui, Dan affirme avec vantardise qu'en plus de sa délicieuse cuisine, il est un excellent chasseur, qu'il sait construire des maisons et coudre des vêtements. Le type admet qu'il n'a besoin que d'Anne et qu'il peut vraiment la rendre heureuse. La jeune fille est déstabilisée par l'insistance de Dan. Elle est perdue et ne sait pas quoi lui répondre. Soudain, une jeune fille entre en courant dans la hutte et supplie le messager de l'aider. Une fois à l'infirmerie, Anne voit des loups-garous malades et apprend que la maladie se propage rapidement et que les médicaments ne font que la ralentir sans la guérir. Joe affirme que plusieurs tribus sont dans une situation désespérée, que le dieu bête n'a pas protégé la tribu des loups-garous et qu'ils ont déjà perdu beaucoup d'entre eux. Joe s'incline devant Anne et lui dit que leurs prières ont été exaucées, qu'un messager est apparu et il la supplie de les aider. La jeune fille est choquée par ce qui s'est passé et promet de faire tout ce qui est en son pouvoir. Des loups-garous en bonne santé se rassemblent dans la clairière, offrent des prières et louent le messager. Soudain, la jeune fille se sent prise de vertige. Elle s'appuie sur Dan et ne veut pas que les autres voient de sa faiblesse. Anne se rend compte qu'elle est très fatiguée et demande au lion de la conduire à la cabane. Dan prend la fillette dans ses bras et annonce que le messager est fatigué et qu'il reprendra sa route demain. Au chalet, Dan explique à Joe que la faiblesse d'Anne est due à un épuisement et qu'elle a besoin de se reposer.
Joe acquiesce, précisant que les autres n'ont pas besoin d'en être informés. L'homme prend la main de la jeune fille et lui dit tendrement qu'il prendra soin d'elle. Sean, qui a apporté des cadeaux à la jeune fille, se tient à la porte et écoute attentivement la conversation. 3 heures plus tard, Anne finit par se réveiller et tente de reprendre ses esprits. Dan calme la jeune fille, lui dit que peu de temps s'est écoulé, lui tend une tasse de médicament et lui propose de boire. En apprenant que Dan avait lui-même préparé le médicament, la jeune fille s'est étouffée et a craché le tout au visage du garçon. La jeune fille, très gênée, essuie le jeune homme et prétexte que le médicament est impossible à boire. La jeune fille caresse la poitrine du garçon et ne peut s'arrêter. Ces caresses lui procurent d'étranges sensations. Soudain, Dan se lève et se détourne brusquement en marmonnant qu'il va préparer une autre dose de médicament. Leurs regards se croisent et ils ne peuvent plus se détacher l'un de l'autre. Aucun d'eux n'a jamais rien vécu de pareil. Soudain, Dan plaque Anne au sol. La jeune fille, effrayée par sa pression, a du mal à comprendre comment elle doit réagir à ce qui se passe. Anne est effrayée par une telle proximité. Jamais auparavant un homme ne l'avait touchée aussi ouvertement. Dan embrasse tendrement la jeune fille et lui fait remarquer que puisqu'ils sont maintenant en couple, pourquoi ne pas profiter de cette intimité ? Obéissant à une sorte de rébellion intérieure, la jeune fille plie instinctivement le genou et Dan se met à hurler de douleur. À ce moment-là, Kayla entre dans la cabane et, gênée par le spectacle qui se déroule devant elle, et tousse discrètement. Anne court vers la jeune fille, soulagée, et lui dit que malgré leur désaccord passé, elle est très heureuse de la revoir. Kayla dit que le guérisseur appelle Anne. Les jeunes quittent la hutte et découvrent un paquet de friandises. Kayla remarque que c'est très typique de Sean, mais même si c'est le cas, il ne l'admettra toujours pas. Anne serre les cadeaux contre sa poitrine, avec appréhension, et repense à la grande gentillesse dont Sean a toujours fait preuve envers elle. Joe affirme que certaines personnes guéries subissent une rechute, même si elles n'ont eu aucun contact avec des malades et n'ont rien fait d'autre que chasser. Anne demande, avec perspicacité, si les malades ont mangé la même chose. Si la maladie n'est pas transmise par des gouttelettes en suspension dans l'air, alors tout est une question d'alimentation. Joe ordonne à Dan d'emmener quelqu'un avec lui et de vérifier que la nourriture est conforme. Le frère de Sean se tourne vers la jeune fille et lui demande si elle et Dan ont fait un vœu. La jeune fille est perplexe, ne comprend pas de quoi il est question et demande de quel genre de serment il s'agit. Les loups-garous subissent un rituel du feu, reçoivent la bénédiction du dieu bête et forment une union, après quoi le couple ressent les émotions de l'autre et peut engendrer une progéniture. Anne rit timidement et dit qu'elle est encore trop jeune pour penser au mariage. Dan et Sean arrivent et signalent avoir trouvé un cerf avec une étrange éruption cutanée rouge sur le ventre. Léo rapporte qu'il y avait de nombreux fruits rouges séchés éparpillés autour du ruisseau, dont les cerfs se nourrissaient. Anne dit pensivement que si les fruits rouges sont la cause de tout, alors cette épidémie n'est pas une catastrophe naturelle. Joe pense qu'il pourrait s'agir d'une provocation de la part d'une tribu voisine hostile et qu'ils doivent en informer l'ancien. Sean se porte volontaire pour y aller en premier. Anne rattrape l'homme et le remercie d'avoir laissé un tas de cadeaux. Le loup, comme prévu, nie tout. Dan interrompt la conversation et, distrayant la jeune fille, dit qu'il s'est blessé à la main. La jeune fille, comprenant toute la situation, dit en riant qu'une telle égratignure guérira d'elle-même. Sean, ne souhaitant pas observer le couple, s'en va, mais Anne l'appelle. Dan demande jalousement à la jeune fille si un seul lion ne lui suffit pas. La jeune fille répond, un peu irritée, qu'il n'y a jamais trop d'hommes beaux. Anne comprend que Dan a besoin d'une autre partenaire, qu'il doit gérer l'épidémie au plus vite et trouver un moyen de rentrer chez lui. Dan affirme avec conviction que, malgré les paroles de la jeune fille, il fera tout son possible pour rester le seul dans son cœur. Le garçon déclare sérieusement à la fille qu'il respecte ses souhaits et que si elle veut être avec quelqu'un d'autre, Léo n'y voit aucun inconvénient. Après avoir appris de Dan qu'Anne pouvait s'accoupler avec qui elle voulait, la jeune fille reste sans voix et ne sait pas quoi lui répondre. La jeune fille s'enfuit irritée et Dan rit, trouvant ça très mignon, ce manque de tact. Assis autour de la table, les représentants de la tribu se demandent laquelle des tribus voisines aurait pu faire cela. Le guérisseur explique qu'ils appartiennent tous à des tribus de la même race, et qu'en outre, l'hiver approche et qu'il est inutile de se faire des ennemis. Joe fait remarquer que leur conflit n'oppose que la tribu du lion, car celle-ci a jadis accepté Dan, qui avait été rejeté. Anne demande prudemment au lion si tout va bien, et celui-ci répond nonchalamment que tout va bien. Dan affirme que seuls eux quatre, Sean et l'équipe de patrouille, sont au courant pour les baies. Anne en déduit que s'ils ne trouvent personne, c'est que quelqu'un a divulgué l'information,
et que dans ce cas, ils peuvent utiliser le stratagème de la ville vide. Les loups-garous, de retour de la chasse, contemplent avec surprise le village désert et ne comprennent pas ce qui est arrivé à la tribu. Les jeunes filles disent avec crainte que le messager a manifestement échoué et que l'épidémie est devenue incontrôlable. Les copines disent glace que le lion blanc a emmené le groupe. Tout le monde doit se préparer à quitter les lieux. Ils vont partir en reconnaissance, et les autres devraient rester dans la forêt pour le moment. Tim se cache derrière un arbre et pense qu'aujourd'hui et demain, il sera possible d'attaquer les loups-garous restants. Le guérisseur affirme qu'il ne pensait pas qu'il y aurait des rebelles dans l'escouade de patrouille. Sean se considère comme responsable de ce qui s'est passé. Anne déclare avec conviction que maintenant que l'identité de leur ennemi est claire, il ne reste plus qu'à le démasquer. Soudain, une des filles attrape Anne, lui met un couteau sous la gorge et exige que tout le monde s'écarte. Anne demande à la jeune fille pourquoi elle fait cela. Celle-ci répond que Tim n'est coupable de rien, qu'elle ne veut pas blesser le messager, qu'elle a juste besoin de partir. Les garçons comprennent qu'ils ne peuvent pas laisser partir la fille, sinon ils perdront tout. La jeune fille, en larmes, crie qu'elle veut juste sauver Tim et le supplie de la laisser partir. Sean exige avec colère que la jeune fille laisse partir Anne, car sans elle, tout le monde serait mort de la maladie depuis longtemps. La jeune fille se retire vers la sortie, mais à un moment donné, Anne trébuche sur une pierre et tombe, entraînant la traîtresse dans sa chute. Un rugissement puissant se fait entendre et un grand loup noir bondit vers les filles. Sean plaque la fille au sol avec ses pattes, mais selon les lois de la meute, il ne peut pas punir la femelle. En tombant, Anne s'est cognée assez fort et a été incapable de se relever pendant un certain temps, souffrant de fortes douleurs. Sean court vers Anne, lui demande si elle va bien, la jeune fille caresse la tête du garçon et remercie chaleureusement le loup de l'avoir sauvée. Soudain, Sean rougit fortement, et Anne recule d'effroi, se souvenant de l'étrangeté de cet homme. Cet homme affirme avoir appris à maîtriser ses émotions et ne plus s'évanouir. À sa propre surprise, Anne demande si, dans ce cas précis, il est possible de toucher les oreilles du garçon. La jeune fille caresse le loup avec délice, et celui-ci pense qu'en réalité, seule sa compagne peut toucher ses oreilles. Pete, l'aîné de la tribu des lions, déclare avec colère qu'il n'y aura aucune pitié pour les faibles qui n'auront pas réussi à accomplir la tâche. Adam, le fils aîné, note soigneusement que son père lui avait demandé de ne pas en abuser. Pete affirme que son petit frère est trop prudent et qu'il est devenu ainsi uniquement parce qu'il a laissé partir Dan. De jeunes hommes de la tribu du lion menacent les loups-garous capturés, leur promettant une mort difficile. Adam sourit et dit à Tim qu'il était là précisément pour s'occuper de lui. Soudain, Adam touche accidentellement la corde avec son pied. Le piège s'ouvre et Tim parvient à s'échapper. Le fils du chef de la tribu des lions se retrouve piégé et moqué par ses ennemis. Anne et Dan traversent la forêt en direction du lieu où les traîtres sont punis. Les loups-garous qui accueillent le messager affirment que le traître a empoisonné ses semblables et mérite la mort. Soudain, la jeune fille remarque une éruption cutanée rouge sur le corps d'Adam. Le garçon a lui aussi été infecté par la maladie dont leur tribu contamine les loups-garous. La jeune fille veut aider à soigner les ennemis, mais le guérisseur demande à Anne de s'occuper de Dan, car l'affaire concerne son ancienne tribu. La jeune fille emmène le lion loin des membres de sa tribu et propose d'examiner les autres captifs. En examinant les autres captifs, la jeune fille remarque qu'ils ont tous la même étrange éruption cutanée. Anne réalise avec tristesse que la tribu du lion a délibérément propagé son épidémie à d'autres tribus afin de s'emparer de leurs ressources. Dan tend la main et invite la jeune fille à retourner au village. Le lion, observant la scène cachée derrière les arbres, comprend que si l'épidémie est réelle, alors son père peut encore être sauvé. La nuit venue, un lion rôde au-dessus d'une jeune fille endormie et s'apprête à l'enlever. Anne tend astucieusement un piège au lion et lui ordonne de se taire, sinon tous les loups-garous accourront. Adam apparaît devant la jeune fille sous forme humaine et exige qu'elle le laisse partir. Anne remarque ironiquement qu'elle a attrapé un autre petit lion et demande pourquoi le jeune homme voulait l'enlever. Adam déclare avec assurance qu'ils peuvent lui faire tout ce qu'ils veulent, mais qu'il ne trahira pas sa tribu. Anne passe sa main sur les lèvres du garçon et lui dit qu'il existe de nombreuses façons de faire parler un lion. Soudain, la fille se met à embrasser le cou d'Adam. Le garçon, très gêné, lui crie d'arrêter. Soudain, Dan entre dans la cabane et demande, perplexe, ce que fait la jeune fille. Anne prend un air innocent et prétend qu'elle ne fait qu'interroger l'ennemi. Dan dit que ça ne le dérange pas, mais pour des jeux comme celui-ci, ils ont besoin de trouver quelqu'un qui ne soit pas aussi petit et inutile qu'Adam. Le jeune homme déclare avec colère qu'il a une mission importante. Il doit livrer une messagère au clan afin qu'elle puisse guérir son père.
Adam avoue que son oncle Pete a répandu l'infection dans toutes les tribus afin de trouver plus tard un remède et, en sauveur, de prendre la tête de la tribu. La jeune fille explique pensivement qu'elle peut aider la tribu des lions, mais que Dan devra alors en devenir le chef. Adam regarde les jeunes et affirme catégoriquement que c'est tout simplement impossible. Anne remarque que leur tribu est infectée et que les loups-garous retiennent le fils du chef prisonnier. Il est donc peu probable qu'ils puissent leur refuser quoi que ce soit. Sean pense tristement qu'il ne veut toucher personne d'autre qu'Anne, mais il ne peut pas la toucher non plus. Le lendemain matin, Anne aligne tout le monde et examine chaque personne de la tribu. De nombreux loups-garous sont infectés, mais la jeune fille essaie d'aider tout le monde. À chaque fois, elle parvient à guérir les loups-garous de plus en plus vite, et Anne est heureuse de constater que ses capacités se développent. Adam s'approche de Dan et lui dit que son père veut voir un lion blanc. Sam, l'aîné de la tribu du lion, salue Dan et lui dit qu'ils se rencontrent enfin. Le chef admet avec tristesse regretter de ne pas avoir arrêté ses compagnons de tribu il y a de nombreuses années. Le lion blanc déclare avec indifférence que tout est arrivé pour le mieux, qu'il a sa propre et merveilleuse tribu. Sam dit avec surprise que si Dan veut devenir le chef de leur tribu, il doit revenir. Le garçon répond indifféremment qu'il veut seulement être avec Anne. Pendant ce temps, le messager entre dans la cabane de Sean avec des friandises et appelle le type. Mais le jeune homme déguisé en loup saute par la fenêtre et court dans la forêt, et Anne tente de le rattraper. La jeune fille trébuche et tombe. Le loup, s'en apercevant, accourt vers elle et lui demande si elle est blessée. Anne se lève d'un bond, serre le loup-garou dans ses bras et lui dit d'un air sournois qu'elle l'a trompé. Le loup se jette sur la fillette, la fait tomber à terre et commence à la lécher. Mais soudain, Sean s'arrête brusquement, s'éloigne de la fille et court dans la forêt. Kayla s'approche de la jeune fille et lui demande avec dédain si Anne va rattraper Sean. Le messager remarque que sa main est collante, la secoue et lui demande, perplexe, ce qui est arrivé au loup. Kayla remarque avec indifférence que la jeune fille n'a fait que provoquer le loup et que maintenant il n'a d'autre choix que de mourir. Anne est horrifiée et demande ce qu'elle doit faire maintenant, car elle ne peut pas laisser Sean seul. Kayla prend le messager par la main, dit qu'ils doivent retrouver cet homme et qu'Anne peut l'aider grâce à ses pouvoirs. La jeune fille traverse la pelouse dans l'espoir de trouver Sean, mais le loup s'obstine à se cacher dans les buissons. Finalement, Anne retrouve le garçon, se jette dans ses bras et lui demande pourquoi il s'enfuit à chaque fois. La jeune fille regarde Sean dans les yeux et lui demande avec inquiétude s'il a besoin d'un traitement ou si tout va bien. Mais au lieu de répondre, le loup se penche vers la jeune fille et commence à l'embrasser tendrement, la suppliant de lui accorder au moins une fois de la tendresse. Dan s'approche de la cabane d'Anne, frappe longuement à la porte et, sans attendre de réponse, décide que la jeune fille dort. Pendant ce temps, dans la forêt, Sean plaque la jeune fille contre un arbre, bien décidé à ne pas laisser passer sa chance et à ne pas laisser Anne s'échapper. La messagère tente un temps de résister, mais les sentiments qu'elle éprouve pour le loup prennent le dessus et elle cède. Quelque temps plus tard, Anne se réveille dans le lit de Sean et tente d'abord de se souvenir de ce qui s'est passé. La jeune fille, gênée, se recouvre le visage avec la couverture et se demande comment le traitement a pu se terminer ainsi. Soudain, la jeune fille ressent une douleur intense dans le bas du dos, et Sean se réveille en sursaut à son cri. Sean brandit la pommade cicatrisante que le guérisseur lui a donnée et déclare que c'est à son tour de soigner. Anne tente de refuser l'aide proposée, prétextant qu'elle ne veut pas causer de problèmes supplémentaires à cet homme. Soudain, Sean annonce qu'il souhaite remercier Anne car ils vont se marier dans quelques jours. La jeune fille prend d'abord les paroles du garçon pour une plaisanterie et se met à rire, mais Sean reste sérieux. Anne est furieuse qu'il se marie sans que personne ne lui demande son avis. La jeune fille a de nouveau mal au dos et le loup se sent coupable des ecchymoses sur le bas de son dos. Sean affirme que si une fille a peur de la douleur, elle peut s'accrocher à la queue d'un garçon pour la distraire. Anne ne peut refuser une telle offre. Et pourquoi éprouve-t-elle ce besoin si étrange de contact physique? Soudain, la jeune fille dit à Sean que s'il ne l'aime pas, ils peuvent faire comme si de rien n'était. Ils n'ont pas besoin de se marier du tout. Le loup admet qu'il aime beaucoup la fille, même si Dan a lui aussi clairement exprimé sa sympathie. Sean rapproche son visage de celui d'Anne, et la jeune fille se dit qu'elle ne peut tout simplement pas résister au sentiment d'un homme aussi merveilleux. Soudain, la porte se met à trembler sous les coups tonitruants de Dan, et l'homme crie qu'il va entrer maintenant. Le lion regarde le loup avec colère, lui demande ce qu'il fait là et où est Anne. Le loup répond calmement que la fillette a besoin de se reposer et que le lion doit partir. Dan sent alors l'odeur d'Anne sur Sean, il le repousse et entre dans la pièce. Gênée,
La jeune fille explique à Dan que Sean ne se sentait pas bien depuis quelques jours et qu'elle a dû l'aider. Le lion hurle de rage que le loup ne peut pas se sentir mal, il fait semblant comme toujours. Anne porte la main à sa tête, dit qu'elle se sent très mal, demande aux garçons de se taire et de la laisser se reposer. Les garçons cessent immédiatement de se disputer et demandent avec inquiétude ce qui lui est arrivé. Anne dit qu'elle a juste besoin de se reposer et que les gars feraient de mieux de suivre son exemple. Dan soupire tristement, se détourne et, les épaules affaissées, quitte la pièce. Lev sort de la cabane et sur le seuil, il tombe sur Kayla qui porte une sorte de grande boîte. La jeune fille remarque le regard triste du garçon. Kayla entre dans la cabane, désigne la boîte et dit qu'elle est venue s'excuser pour sa petite tromperie. La jeune fille fait un clin d'œil et dit que son partenaire a cousu la plus belle couverture en peau d'animaux. C'est un cadeau de mariage. Les jeunes gens sont gênés. Anne remercie la jeune fille et dit qu'ils ne sont pas pressés de se marier. Kayla affirme que le mariage est un rituel obligatoire. Quiconque ne reçoit pas la bénédiction du dieu animal connaîtra un destin tragique. Anne regarde Sean d'un air pensif et lui demande s'il a vraiment si envie de se marier. Le loup répond qu'après le mariage et la bénédiction, ils seront heureux pour toujours. En passant devant les filles, Anne les entend discuter de la façon dont Dan dirigera la chasse hivernale cette année. La jeune fille est perplexe, le lion ne lui a rien dit à propos de la chasse. Arrivé à la cérémonie d'adieu, le messager voit que Dan est entouré des jumelles Kat et Laurie, qui lui font leurs adieux de manière très ambiguë. Anne, contrariée, suggère à Sean de partir discrètement pour ne pas déranger les tourtereaux qui se disent au revoir. Le loup accompagne la fillette jusqu'à la porte de la cabane et lui souhaite bonne nuit. La fillette lui répond tendrement par un au revoir. Soudain, Anne entend un craquement sauvage et regarde avec horreur sa cabane s'effondrer au sol. Cachée dans les buissons, Kayla annonce avec enthousiasme à son partenaire qu'elle possède d'incroyables talents de démolition et espère que Sean ne laissera pas passer cette occasion. Après avoir amené le messager auprès de lui, le loup dit que demain il trouvera quelqu'un qui construira une nouvelle maison à la jeune fille. Voyant l'homme partir, Anne lui demande avec crainte où il est. Sean répond fièrement qu'il la protégera dehors. La jeune fille dit qu'il fait très froid aujourd'hui et qu'elle aura peur de dormir seule. Soudain, Anne, comme une petite fille, avoue qu'elle veut dormir en serrant sa queue contre elle. Quelque temps plus tard, la jeune fille réalise qu'elle aura bien du mal à dormir à côté de Sean. Main dans la main, Sean et Anne écoutent les paroles de la cérémonie de mariage, conduite par le guérisseur de la tribu. Le guérisseur affirme que désormais, le couple sera ensemble dans cette vie et dans la suivante. Seul l'homme peut changer d'avis. Selon le rituel, les jeunes doivent se nourrir les uns les autres pour partager joie et peine. Au bout d'un moment, le guérisseur félicite solennellement Anne et Sean et déclare que désormais, avec la bénédiction du dieu des animaux, ils forment un couple. Joe et Linda se tiennent à proximité, se remémorant leur cérémonie de mariage les larmes aux yeux. Soudain, Anne dit qu'elle semble ressentir les émotions de Sean. Le garçon répond qu'il ressent lui aussi le bonheur de la jeune fille. La jeune fille prend doucement son compagnon par le bras et lui demande de la porter jusqu'à chez elle, car elle est fatiguée. Joe dit que dès que Dan apprendra la nouvelle de la cérémonie, il fondra en larmes. Linda remarque qu'Anne et Sean sont incroyablement bien assortis. Dan avait assisté à toute la cérémonie, assis dans les buissons. Il était tout simplement furieux qu'Anne ait épousé quelqu'un d'autre. Il y a 4 jours, le lion a tout fait pour devenir le meilleur partenaire, sans reculer devant rien. L'homme voulait ramener à la maison autant de fourrure et de nourriture que possible pour qu'Anne oublie enfin Sean, mais elle ne l'a pas attendu. Anne va aller vérifier si les saignements des loups-garous blessés par la bête ont cessé. Dan et Sean tendent simultanément des mouchoirs à la jeune fille fatiguée et lui proposent d'essuyer sa sueur. La jeune fille se sent coupable devant le lion, et elle accepte donc avec gratitude l'écharpe qu'il lui tend. Dan ne perd pas espoir de revoir sa bien-aimée. Anne se tourne vers Sean, lui tend l'écharpe à motif de lion, et lui demande de l'aider à se remettre en ordre. Errant dans la forêt, la jeune fille ramasse des fruits pour aider la tribu à préparer des provisions pour l'hiver. Soudain, Dan interpelle la jeune fille, lui montre un énorme tas de pommes et lui dit qu'il les a cueillies pour elle. Anne désigne l'énorme tas de pommes et dit que son mari s'en est déjà occupé. Dan est frustré car, quoi qu'il fasse, Sean a toujours plusieurs coups d'avance sur lui. Sean est emmené de force par les membres de sa tribu et prévient sa femme qu'il est appelé par un groupe de chasseurs, mais qu'il reviendra bientôt. Apprenant que le loup est parti, Dan décide de saisir l'occasion pour enfin se faire remarquer par Anne. Léo aborde la jeune fille et lui demande si elle a besoin de quelque chose pour le travail. Il a tout, mais Anne répond que ses mains lui suffisent. En sortant de la grotte, le garçon pleure amèrement.
Il a été rejeté une fois de plus, mais il ne renoncera pas pour autant à ses tentatives. Anne se promène dans la forêt, humant les senteurs d'herbe, sans savoir si elle pourra trouver ce dont elle a besoin à partir d'un arôme si ténu. Soudain, la jeune fille entend des bruits étranges dans les buissons et aperçoit Kayla et son partenaire qui s'embrassent passionnément. La jeune fille est gênée et surprise, elle voit deux filles s'embrasser pour la première fois. Le soir venu, Anne est allongée dans les bras de Sean, mais ses pensées reviennent sans cesse à ce qu'elle a vu dans la forêt. Soudain, on frappe à la porte et la jeune fille, agacée, décide d'aller ouvrir elle-même. Le messager sort sur le porche et voit que Dan est arrivé. Dans la lumière tamisée, il est tout simplement magnifique. La jeune fille crie à Sean que Kylie est arrivée et qu'ils vont bavarder un peu dehors. Le loup est un peu perplexe. Kylie n'avait pas l'habitude de venir le voir à une heure pareille auparavant. Soudain, le lion plaque la jeune fille contre le mur de la maison et lui demande avec désespoir pourquoi elle ne l'a pas choisi, pourquoi il n'est pas si bon. Sans attendre de réponse d'Anne, Dan se penche et embrasse passionnément la messagère. Pour une raison inconnue, la jeune fille ne résiste pas. Sean sort sur le porche et remarque avec dégoût qu'un lion blanc se tient là. Les garçons commencent à se disputer la fille, chacun persuadé qu'Anne sera mieux avec lui. Dan demande désespérément à la jeune fille si elle n'a pas besoin de lui, et Sean fait remarquer qu'il est tard et qu'il est temps pour tout le monde d'aller se coucher. Le messager se tourne vers Dan et lui dit qu'il est vraiment tard et qu'il est temps pour lui de rentrer chez lui. Demain, ils pourront tout discuter. Le loup dit à la jeune fille qu'elle n'est coupable de rien et qu'elle a le droit de choisir d'autres hommes. Le matin, Anne se rend dans la forêt dans l'espoir de rencontrer Dan et de lui expliquer la situation. Des aigles tournoient dans le ciel et discutent. Ils ont enfin trouvé celui qu'il leur fallait. Un des oiseaux fond sur Anne et la saisit, et le lion hurle de rage au clan des aigles pour qu'il libère la messagère. Sean s'entraîne lorsqu'un de ses frères accourt vers lui et lui annonce avec enthousiasme qu'Anne a été emmenée par le clan de l'aigle. Se transformant instantanément en loup, le garçon appelle ses frères et ordonne à tout le monde de se rendre dans les montagnes. D'en haut, la jeune fille observe Dan qui tente désespérément de rattraper les aigles. Anne se met à donner des coups de pied dans les griffes de l'oiseau et à crier qu'il faut la libérer immédiatement. L'oiseau décide de donner une leçon à la fillette, desserre ses serres et Anne commence à tomber en poussant un cri strident. Voyant la chute, le lion descend en courant, cherchant un endroit sûr, et crie à la jeune fille qu'il la rattrapera à coup sûr. L'aigle attrape adroitement le messager juste au sol et dit en riant qu'il ne recommencera pas. Soudain, un énorme lion blanc surgit de l'arbre le plus proche et attrape l'oiseau par l'aile. Le lion ne lâche pas l'oiseau et rugit qu'il prendra Anne à tout prix. La jeune fille comprend avec horreur combien cela est dangereux. Le lion et l'aigle commencent à tomber, puis un autre oiseau intercepte la jeune fille et l'emporte loin des événements. Anne contacte Dan en désespoir de cause, réalisant qu'elle ne peut en aucun cas l'aider. La messagère reprend peu à peu ses esprits, sans comprendre ce qui s'est passé ni où elle se trouve. La jeune fille voit une main tendue vers elle avec un verre d'eau et la remercie distraitement. Anne regarde le beau jeune homme avec surprise et réalise qu'il lui rappelle beaucoup quelqu'un. La messagère pense que cet homme est le portrait craché d'un étudiant qu'elle admirait à l'université. La jeune fille repousse avec colère la main qui lui donne de l'eau et demande sèchement qui est devant elle et où est Dan. L'homme se présente comme Edward, le chef du clan de l'Aigle, et s'excuse pour la manière dont ils ont dû se rencontrer. Anne déclare avec irritation qu'elle ne se sent pas bien physiquement et psychologiquement. Comment pourrait-on se sentir autrement après avoir été kidnappé ? Un jeune homme entre en courant dans la grotte et crie joyeusement que le messager s'est enfin réveillé. Le jeune homme affirme s'appeler Jasper, être le frère cadet du chef et avoir été le porteur de la fillette avant d'être attaqué par le lion. Quand Anne demande où est le lion, l'homme répond nonchalamment qu'il a dû être transformé en viande hachée. La jeune fille prend peur et se met à pleurer de façon convulsive, ce qui déconcerte les hommes. Anne décide de jouer sur les émotions des hommes pour baisser leur garde et se met à sangloter bruyamment. Le messager sanglote et supplie de revoir le lion une dernière fois, et Jasper, pris de peur, appelle son frère à l'aide. Edward s'éclaircit la gorge sur le côté et informe calmement les jeunes gens que le lion blanc va bien. Se calmant soudain, Anne demande froidement au frère ce qu'il préparait et pourquoi ils l'ont kidnappé. Edward explique que leur clan traverse une période difficile et qu'après avoir aidé Anne, elle restera et deviendra une bienfaitrice du clan. La jeune fille est stupéfaite d'une telle impudence et demande ce qui lui arrivera si elle ne peut pas aider. Le chef affirme que leur tribu n'a pas agi par accident, mais que si la jeune fille veut partir, personne ne la retiendra par la force.
Voyant Anne s'enfuir de la grotte, Jasper demande pourquoi son frère l'a laissé partir. Il est peu probable qu'ils parviennent à l'enlever à nouveau. La messagère sort en courant de la grotte et se retrouve au bord du précipice. On comprend maintenant pourquoi ils l'ont laissé partir si facilement. Édouard s'approche et dit qu'Anne ne peut pas partir seule, mais pas parce qu'il l'en empêche. Le chef explique calmement que si la jeune fille les aide, il appellera quelqu'un qui la ramènera immédiatement sur Terre. Soudain, un aigle s'envole vers la grotte et crie qu'ils ont attrapé la mauvaise fille, qu'Anne n'est pas la messagère du dieu bête. Tous les trois, y compris la jeune fille elle-même, regardent l'oiseau avec perplexité. Edward se détourne silencieusement et s'enfonce plus profondément dans la grotte, laissant Anne et Jasper seuls. Se retournant, le chef dit froidement à son frère qu'ils n'ont pas besoin de la fille et lui ordonne de la jeter du haut de la falaise. Horrifiée, Anne hurle qu'elle était la messagère et qu'elle peut le prouver. La jeune fille affirme qu'un véritable messager peut guérir et, remarquant que Vod tousse sans cesse, elle propose de le soigner. Edward est d'accord, mais Anne dit que son frère devrait déménager pour ne pas s'en mêler. La jeune fille s'approche du chef, prend ses mains et explique que le contact physique est nécessaire à la guérison. Ayant reçu l'approbation, la jeune fille presse tout son corps contre Edward. Les jeunes gens se tiennent au bord du précipice et la jeune fille, avec audace, recule d'un pas, entraînant le chef avec elle. Le couple descend en volant et Anne dit que si elle est destinée à tomber dans l'abîme, alors le chef volera avec elle. Non loin des montagnes, des loups-garous menés par Sean rôdent dans la forêt, tentant de trouver au moins une trace. Soudain, l'homme, attentif à Anne et ressentant ses émotions, perçoit la peur de la jeune fille. Alors qu'il tombe, Edward demande avec un sourire si c'est vraiment comme ça que la fille voulait s'échapper. Anne comprend qu'ils sont encore loin du compte. Si le chef parvient à se transformer, alors ils ont une chance d'être sauvés. Au tout dernier moment, Edward parvient à se transformer en aigle et, ralentissant la chute de la jeune fille, la laisse tout de même atteindre le sol. Anne se lève d'un bond, court dans la forêt et pense avec joie qu'elle a réussi à s'échapper et qu'elle va bientôt retrouver sa tribu. 1 heure plus tard, la jeune fille, désespérée et irritée, réalise qu'elle est complètement perdue. Soudain, la messagère entend une voix dans sa tête, qui lui indique qu'Anne peut désormais marcher seule dans la forêt au crépuscule. Une voix dans sa tête lui explique qu'il s'agit d'Amanda, l'aînée de la tribu, qui a finalement réussi à contacter la jeune fille. Anne est sincèrement heureuse d'avoir des nouvelles d'Amanda et lui demande avec inquiétude si elle a pu guérir son bien-aimé. Après lui avoir assuré que sa compagne allait bien, l'aînée évoque le problème technique qui a provoqué le retour d'Anne, mais précise que si la jeune fille souhaite rentrer chez elle, Amanda l'aidera. La messagère avoue timidement qu'elle ne souhaite pas encore retourner à la vie réelle. Amanda remarque en riant qu'elle connaît l'histoire du lionceau et du louveteau. Si la jeune fille le souhaite ainsi, qu'elle reste. Anne demande si le vieil homme peut l'aider à retrouver Dan. Il pourrait avoir besoin d'aide. Amanda affirme qu'elle a désormais accès à des technologies de pointe et, quelques minutes plus tard, annonce avoir trouvé un lion. Le vieil homme rapporte que le garçon se trouve dans une grotte à quelques kilomètres de la fille et qu'il a vraiment besoin d'aide. Anne appelle le lion par son nom et il peine à ouvrir les yeux et à se concentrer. Au bout d'un moment, l'homme reprend enfin ses esprits et parvient à parler de manière cohérente. La jeune fille est heureuse de voir que Dan a complètement guéri. Son traitement a fonctionné. La jeune fille demande d'un ton de reproche pourquoi le garçon a sauté de la falaise, car elle n'aurait peut-être pas pu l'aider. Léo serre la jeune fille fort dans ses bras et lui dit qu'il est très heureux qu'il ne lui soit rien arrivé. Le jeune homme accepte avec joie les soins de la jeune fille, car il pensait être devenu indifférent à son égard. Anne avoue avec gêne qu'elle pensait la même chose, car le type flirtait de façon si ostentatoire avec les jumelles. La messagère raconte que lorsqu'elle a vu Dan avec les autres, elle était en colère et confuse. Lev comprend qu'Anne est simplement jalouse de lui, ce qui signifie qu'elle tient vraiment à lui. La jeune fille admet que pendant plusieurs jours, elle n'a pensé qu'à ce garçon. Anne commence à penser qu'elle n'est pas la seule femme à vouloir 2 hommes. L'homme enlace sa bien-aimée, l'embrasse et la demande en mariage. La jeune fille n'a plus la force de résister à la pression du lion et finit par céder à ses sentiments. Au bout d'un moment, la jeune fille regarde le feu et pense qu'elle ne pourra certainement plus rentrer chez elle. Soudain, la voix de l'aîné résonne dans la tête de la jeune fille, suggérant de passer aux choses sérieuses. Amanda rit de la gêne de la jeune fille et dit qu'elle a rompu le contact avec Anne au moment le plus inopportun. Après avoir discuté de la situation avec Amanda, Dan déclare avec colère qu'il ne laissera pas les aigles qui ont kidnappé Anne s'en tirer aussi facilement. Soudain, le vieil homme dit au lion de ne pas tirer de conclusions hâtives.
Peut-être vaudrait-il mieux que le messager les aide. Amanda explique timidement qu'elle a volé un plan magique à la tribu des aigles et que le moment est venu de leur rendre l'appareil. Un peu surpris par les aveux du vieil homme, Anne et Dan pensent qu'il est alors judicieux de l'aider. Le loup dit que la première chose à faire est d'emmener la fille chez le guérisseur afin qu'il puisse examiner ses blessures. La fille essaie de convaincre le garçon qu'elle va bien, et ils n'ont absolument pas de temps à perdre avec ça. Dan constate avec déplaisir que la jeune fille est épuisée, il remédiera à cela à leur retour à la tribu. Anne dit avec un sourire que même si le type l'a traitée de maigre, elle est heureuse et que ce n'est certainement pas quelque chose qu'il faudrait changer. Amanda commençait déjà à en avoir assez d'écouter les confessions romantiques sirupeuses du loup. Il était temps de passer aux choses sérieuses. Soudain, Dan, qui n'entend pas la voix du vieil homme, invite la jeune fille à prendre un bain. Le loup prend Anne dans ses bras et la transporte avec précaution jusqu'à l'étang. La vieille femme et son bien-aimé regardent les jeunes gens avec affection. Ils étaient autrefois semblables. À ce moment-là, Sean est fou d'angoisse et demande désespérément à voix haute où est Anne. Édouard tousse violemment dans sa grotte et se dit qu'il n'abandonnera pas et qu'il parviendra à rejoindre le messager. Dan ne lâche pas la fille une seule seconde. À un moment donné, Anne n'en peut plus et dit qu'il est temps pour eux de sortir de l'eau. Voyant que la jeune fille est en colère, le lion utilise une technique interdite et l'invite à toucher ses oreilles. Au bout d'un moment, le couple, comblé, traverse la forêt en direction du village de la tribu. Soudain, Anne remarque de magnifiques baies rouges, mais le lion l'avertit qu'elles sont toxiques. La jeune fille a très envie de regarder les baies de plus près. Le garçon accepte de les cueillir, mais à condition qu'elle ne les mange pas. Soudain, un loup noir surgit des buissons et appelle la jeune fille par son nom. Se retournant brusquement, Anne reconnaît joyeusement Sean et court vers lui. L'homme se métamorphose, examine la jeune fille sous tous les angles et lui demande si tout va bien pour elle. L'homme dit avec inquiétude que, d'une manière ou d'une autre, la fille a besoin de consulter un guérisseur. Le lion, s'approchant par derrière, dit que cela n'est absolument pas nécessaire, car il s'est déjà occupé d'Anne. Décidant de jouer tous ses atouts, Dan révèle avec suffisance qu'Anne a accepté de l'épouser dès son retour au village. Sean serre tendrement la jeune fille dans ses bras et lui dit que son seul souhait est qu'Anne soit en sécurité et heureuse. Blessé par le manque d'attention, Dan s'interpose entre les deux jeunes hommes et déclare être au courant des projets de Sean. Anne se prend la tête entre les mains, désespérée, et suggère au garçon de reprendre cette conversation un peu plus tard. Soudain, la jeune fille aperçoit des champignons dans l'herbe et se prépare joyeusement à les cueillir pour le dîner. Le lion déclare que de telles choses devraient être faites par le mâle le plus fort et sort un sac. Sean prend la forme d'un loup, remarque qu'il fait déjà nuit et demande à Anne la permission de l'emmener au village au plus vite. La jeune fille s'assoit sur le loup et, se tournant vers Dan, lui demande de ramasser autant de champignons que possible. Édouard tousse et dit à Jared que la situation dans la tribu s'aggrave et que si aucune mesure n'est prise, la tribu mourra très bientôt. Jared observe avec horreur les transformations physiques de son frère et déclare qu'une tribu normale ne peut pas abandonner quelqu'un en difficulté comme l'ont fait les loups-garous. Édouard affirme avec assurance que les loups-garous viendront en aide, car la tribu des aigles est irremplaçable pour tous. Les aigles tournoient au-dessus du village des loups-garous et discutent du moyen le plus sûr de rejoindre Anne. La jeune fille se tourne et se retourne dans son lit, incapable de trouver le sommeil, et Jared l'épie par la fenêtre. La jeune fille entend du bruit dans la rue et demande discrètement qui est là. Le rideau se lève et Edward apparaît devant la jeune fille dans toute sa splendeur. Sans laisser la fillette dire un mot, le chef lui couvre la bouche de sa main et lui dit que si elle ne crie pas, il retirera sa main. Edward perçoit un certain malaise chez Anne et lui demande si tout va bien. La jeune fille fait remarquer avec irritation que s'introduire en douce dans une pièce au milieu de la nuit n'est pas le comportement le plus approprié pour un leader. Édouard déclare que sa tribu a un besoin urgent d'aide et demande au messager de l'accompagner immédiatement. La jeune fille demande en riant comment Édouard va faire pour venir la chercher s'il y a des loups-garous qui la gardent dehors. Le chef demande avec inquiétude si les loups-garous la retiennent de force, et d'ailleurs, il n'est pas venu seul et il pourrait aider la jeune fille. Sean frappe à la porte de la cabane, Anne ne l'ouvre pas et le loup en déduit que la fillette dort déjà. Dan apparaît et commence à accuser Sean de s'être approché en secret de la fille et de ne pas l'avoir laissée se reposer. Entendant les loups-garous se disputer à l'extérieur de la porte, Édouard couvre la bouche d'Anne de sa main, disant qu'il sait que la fille n'est pas de ce monde. Jasper observe les garçons se chamailler et ne comprend pas comment ces deux-là peuvent coexister. Ayant décidé de distraire les loups-garous, le jeune homme jette une pierre dans les buissons.
Les hommes se retournent tous au bruit. Sentant une odeur familière, le lion dit avec un sourire que ça doit être la poule au poil blanc qui leur a causé des problèmes. Ne supportant pas une telle impudence, Jasper bondit hors des buissons et déclare fièrement qu'il appartient au noble clan de l'Aigle royal. Les loups-garous se dressent au-dessus du garçon et lui demandent d'un ton menaçant comment il a osé s'introduire en douce dans leur village. Pendant ce temps, dans la hutte, Anne explique que tous les membres de la tribu savent qu'elle ne vient pas de ce monde, et que menacer de la démasquer est donc inutile. Soudain, Edward prend la jeune fille dans ses bras et lui murmure qu'il peut la ramener chez lui à tout moment, sans lui demander si elle le souhaite ou non. La jeune fille réfléchit quelques minutes et se dit qu'elle peut aider la tribu des aigles, mais qu'elle doit aussi y trouver son compte. Le chef affirme qu'appartenir à leur tribu est déjà un avantage considérable. Le chef propose à Anne d'être ambassadrice à la foire de printemps, organisée par 4 clans et dont les bénéfices seront partagés entre les tribus. Le messager acquiesce et déclare qu'ils doivent trouver une raison à leur absence, et expliquer d'une manière ou d'une autre la présence d'aigles dans le village. Édouard n'est pas partisan des mensonges inutiles et suggère à la jeune fille de tout dire tel quel. Dan frappe avec insistance à la porte et demande si tout va bien pour Anne. La jeune fille ouvre la porte et assure au garçon que tout va bien pour elle. Dan ne part pas, il a senti une odeur étrange et demande au messager qui d'autre se trouve dans la cabane. La jeune fille raconte qu'Edward est tombé malade pendant la nuit, que Jasper a eu peur et est venu lui demander de l'aide, et qu'elle avait déjà réussi à conclure une affaire lucrative. Léo fait de son mieux pour se contrôler et salue poliment le chef du clan des aigles. Un instant plus tard, l'homme hurle que cet aigle insolent a déjà kidnappé Anne, et qu'il a maintenant osé s'introduire chez elle et lui demander de l'aide. La jeune fille tente de calmer Dan en lui disant que, s'il fait quelque chose au chef, il lui sera plus difficile de le soigner. Lev prend tout personnellement et affirme qu'ils se sont simplement avoués leurs sentiments, et que la jeune fille a déjà un nouvel admirateur. Édouard observe le couple avec affection et remarque que le compagnon du messager est très jaloux. Mais ce n'est pas une qualité qu'un homme bien devrait posséder. Anne, lasse de traiter avec les hommes, dit à Edward qu'elle est d'accord avec ses paroles, mais qu'il n'a désormais plus sa place dans sa cabane. Le messager dit au chef de faire ses bagages et de partir, sinon il risque de ne pas revoir son frère demain. Edward exprime calmement son espoir que la jeune fille respectera leur accord. Après sa transformation, et sur le point de s'envoler, le chef conseille finalement à la jeune fille de changer de partenaire. Dan entre dans une rage folle, mais Anne le calme et lui demande de ne pas y prêter attention. De nombreux aigles tournoient dans le ciel au-dessus des rochers, formant un motif étrange. S'approchant des rochers, Anne regarde le ciel avec fascination et demande à ses compagnons ce que cela signifie. Dan regarde le ciel d'un air pensif et déclare qu'il s'agit d'une cérémonie de bienvenue de la part de la tribu des aigles. Jasper descend vers les jeunes gens et dit à la jeune fille qu'il la portera jusqu'à la grotte. Soudain, l'homme s'aperçoit que non seulement le messager s'est monté sur lui, mais aussi 2 loups-garous. Les garçons expliquent que, premièrement, ils ne savent pas voler, et deuxièmement, ils ne laisseront pas Anne seule dans une tribu étrangère. Sans hésiter, Jasper se secoue brusquement et les 2 loups-garous s'effondrent en hurlant. Dans la grotte, Edward est dans un état critique. Sa maladie ne lui laisse pratiquement aucune chance. En voyant le chef, Anne éprouve une grande pitié et espère être arrivée à temps pour pouvoir l'aider. Jasper s'approche et explique avec anxiété à la jeune fille que la maladie de son frère a provoqué son éloignement. Le jeune homme explique que sa tribu est la gardienne de la citadelle, mais qu'il y a plusieurs années, le pouvoir du totem qui leur donne vitalité s'est affaibli. Anne est perplexe. Comment un totem peut-il tomber en panne de courant ? Comment une telle chose est-elle possible ? La jeune fille comprend que l'affaire est très grave, et Jasper lui demande, plein d'espoir, si elle en sait quelque chose. Anne assure au jeune homme qu'elle connaît son métier, et qu'elle fera de son mieux pour aider son frère et toute la tribu. Jasper prend tendrement les mains de la jeune fille et lui dit qu'il lui fait confiance et qu'il lui confie son frère aîné. Elle est vraiment digne de devenir l'épouse du chef de la tribu. Anne assure au garçon qu'elle l'aide pour des raisons totalement différentes et que ce sujet ne l'intéresse pas du tout. Décidant de ne pas perdre de temps, Jasper déclare que si son frère n'est pas intéressé par la jeune fille, alors il se donnera volontiers à elle. Anne pousse l'homme du haut de la falaise d'un coup sec et lui crie de ne pas interférer avec son traitement. La jeune fille montre à Edward un dessin sur la roche et lui dit qu'il doit s'asseoir dans la même position. Anne explique qu'une fois que le chef a pris la bonne posture, il doit prononcer certains mots 3 fois. Edward dit qu'il ne comprend pas bien le dessin.
La jeune fille pourrait-elle lui montrer comment le faire correctement? Anne, ne se doutant de rien, prend la pose requise et affirme qu'il n'y a rien de compliqué. En voyant l'expression sur le visage d'Edward, la jeune fille comprend qu'il se moque simplement d'elle. Le chef, en riant, demande pardon pour sa petite supercherie et demande sérieusement ce qu'il doit faire ensuite. Anne explique que cette posture et ses paroles aideront l'homme à détendre ses muscles et qu'elle pourra ensuite commencer le processus de guérison. La jeune fille explique qu'elle tentera d'agir comme un totem capable d'enrayer l'aliénation et que le leader doit s'efforcer de la réprimer en lui-même. Soudain, Édouard est pris d'une nouvelle quinte de toux, qui semble bien pire que les précédentes. Le messager explique que c'est ainsi que cela devrait se passer, ce qui signifie que le processus de guérison commence. Au bout d'un moment, la grotte s'illumine d'une lumière dorée et des ailes d'une beauté époustouflante apparaissent derrière le dos d'Edward. La jeune fille observe avec ravissement le déroulement des métamorphoses et réalise avec joie qu'elle a réussi. Edward est soulagé de constater qu'il se sent beaucoup mieux et remercie le messager du fond du cœur. Soudain, le chef enlace Anne de ses ailes et la tire vers lui, souriant et disant que ses ailes sont incontrôlables. La jeune fille examine et touche les ailes avec intérêt, et soudain une plume reste coincée dans ses mains. Anne est gênée. Elle dit que ce n'était pas intentionnel et demande si elle a besoin de récupérer la plume. Édouard autorise la jeune fille à garder la plume, mais lui fait remarquer que dans leur tribu, les aigles n'offrent de plumes qu'à leur moitié. Anne se détourne avec irritation, pensant qu'elle a encore une fois marché sur le même râteau. Soudain, la jeune fille aperçoit un aigle qui vole au-dessus de l'endroit où Sean et Dan sont assis. Les garçons entrent dans la grotte, et le loup suggère prudemment à la fille de rentrer chez elle. Soudain, Édouard tombe à genoux, se met à tousser violemment, et ses ailes disparaissent. Le messager accourt vers l'homme, effrayé, ne comprenant pas ce qui est arrivé à ses ailes, et lui demande comment il se sent. Le chef se presse contre les jambes d'Anne et dit calmement que ce sont là toutes les conséquences de l'aliénation et qu'il ne s'en est pas encore complètement remis. La jeune fille déclare fermement à ses compagnons qu'ils ne peuvent pas rentrer maintenant. La tribu des aigles a besoin d'aide, et elle doit les guérir. Les garçons jaloux n'en peuvent plus. Sean pousse Anne de côté et Dan éloigne Edward d'elle. Les loups-garous protègent la jeune fille, et le lion lui dit qu'elle peut guérir les aigles, mais qu'elle ne doit pas leur faire aveuglément confiance. Anne pense avec lassitude qu'il y a actuellement trop d'hommes par mètre carré. Le chef et son frère se tiennent au bord d'une falaise et discutent de la nécessité d'organiser une rencontre au plus vite. Jasper demande si son frère faisait semblant lorsqu'il disait ne pas se sentir bien, et le chef demande avec un sourire narquois ce que le garçon lui-même en pense. Le jeune aigle dit pensivement que laisser le messager avec eux faisait très probablement partie du plan. Le garçon demande naïvement si son frère s'intéresse vraiment à elle. Edward lui donne une claque derrière la tête et lui conseille de la fermer. Dans une grotte voisine, Dan, incapable de se détacher de la messagère, la couvre de baisers. La jeune fille déclare avec indignation qu'ils sont venus ici pour soigner la tribu. Léo déploie une arme secrète sous forme d'oreille et déclare langoureusement que tu lui manques beaucoup. Le lendemain, Anne s'affaire à soigner les aigles, qui se sentent effectivement mieux grâce à son contact. Remarquant que la jeune fille est si fatiguée qu'elle tient à peine debout, Edward la prend dans ses bras et lui demande si elle ne se laisse pas trop emporter par le traitement. Le chef explique avec sollicitude que le messager a besoin de se reposer, car le traitement est trop énergivore. Jasper s'envole vers la grotte et crie qu'il est temps d'embrasser le vent. Edward explique que lorsque le vent se lève, on peut recevoir la bénédiction du dieu bête, mais les membres malades de la tribu craignent d'être en retard. Anne demande combien de temps cela va prendre. Elle veut essayer d'aider tout le monde. Le lendemain matin, Anne est ravie de voir la neige et pense qu'elle a longtemps rêvé de voir de la neige en montagne. La jeune fille se trouve constamment dans une grotte froide, et comme elle ne peut y trouver les herbes nécessaires, elle est certaine qu'elle tombera bientôt malade. Les frères observent Anne et discutent de la façon dont elle est très différente de tous les messagers précédents. Le fait est qu'Anne ne veut rien faire d'autre qu'aider les gens. Elle passe tout son temps avec les malades. Jasper déclare sans ambages que la jeune fille est si intelligente, gentille et travailleuse qu'il souhaite en faire sa partenaire. Dans le village des loups-garous, Sean et Dan rangent la cabane et attendent avec impatience le retour de leur bien-aimé demain. Pendant ce temps, Anne marche avec délice à travers les congères, pensant aux 3 jours de neige qui ont créé d'impressionnantes congères. Edward sort de la grotte. Il veut annoncer que les affaires de la messagère sont presque prêtes et qu'elle sera livrée au village demain. Mais le dirigeant n'a pas le temps de dire un mot, car une grosse boule de neige lui vole droit au visage.
Soudain, une boule de neige vole en arrière vers la jeune fille, mais pas du côté où se trouve Edward. Jasper apparaît sur le côté et demande d'un ton de reproche pourquoi il n'a pas été invité à jouer à la bataille de boules de neige. Les jeunes, avec un enthousiasme insouciant, commencent à se jeter de la neige les uns sur les autres avec entrain. Edward, qui observe la scène depuis la touche, pense que parfois ce n'est pas une mauvaise chose de se sentir à nouveau comme des petits-enfants. Au bout d'un moment, Edward remarque que les mains de la fille sont froides, mais elle n'y prête pas attention et entraîne le chef avec elle pour jouer. Soudain, Jasper appelle Anne et lui montre une haute montagne d'où commence à tomber une épaisse couche de neige. Édouard prend la jeune fille dans ses bras et lui dit qu'ils doivent s'envoler au plus vite, car une avalanche arrive. Jasper, réincarné, avoue avec gêne avoir oublié qu'il y avait des avalanches dans les montagnes à cette époque. Le village de la tribu des loups-garous était complètement enseveli sous la neige. Dan est furieux que le clan de l'aigle n'ait pas averti les autres clans de l'avalanche. Léo craint que les aigles ne veuillent en profiter de la situation pour garder Anne pour eux, mais il ne le permettra pas. Les garçons apparaissent dans la grotte, Jasper les accueille à l'entrée et déclare avec arrogance que son clan n'accueille pas d'invités. Lev répond que son compagnon est là, donc il n'a pas besoin d'invitation, et Sean s'excuse poliment pour son intrusion. Le loup remarque la fillette et lui dit tendrement qu'elle lui a beaucoup manqué et qu'il a également apporté des oreillers et des épices. La jeune fille enlace ses partenaires, et, de l'extérieur, cela paraît très harmonieux. Jasper demande avec colère à Edward pourquoi il ne met pas à la porte les invités indésirables. Le frère cadet du chef déclare que ces loups-garous le dégoûtent. Le soir venu, les jeunes gens se retrouvent enfin seuls dans la grotte et profitent sincèrement de leur compagnie, sans jalousie ni malentendu. Jasper garde l'entrée de la grotte du messager et entend tout ce qui se passe. Il pense que la fille n'est vraiment pas comme les autres. Le matin, Anne annonce à Dan que, comme les autres femmes, elle ira aider à déblayer les décombres. La jeune fille se lance avec enthousiasme dans le travail, déblayant les décombres et cherchant des objets ayant survécu. La messagère demande à Jasper de l'aider à porter de lourds objets en bois, et le garçon décide que c'est une excellente occasion de prouver sa force. Le jeune homme s'approche d'une des sœurs du clan qui travaille à proximité et lui dit qu'il est temps pour elle de se reposer un peu. Soudain, Anne entend un craquement sonore et réalise que la poutre qui la soutient encore, à côté de laquelle elle se tient, est en train de se briser et de s'effondrer. Le messager parvient à repousser la jeune fille, et elle et Jasper se retrouvent sous les décombres. Le jeune homme parvint à déployer ses ailes au dernier moment et à protéger Anne des coups violents. La jeune fille, effrayée, demande pourquoi Jasper ne s'est pas envolé. Le garçon répond simplement qu'il ne pouvait pas la laisser en danger. Dan et Sean aident à déblayer les décombres. Anne ne peut pas rester longtemps sous les décombres. La messagère caresse doucement la joue du garçon et lui dit que dès qu'ils seront sortis, elle le guérira immédiatement. Le jeune homme décide de confesser ses sentiments à Anne. Il est prêt à prononcer les mots les plus importants, mais si difficiles. Soudain, les décombres au-dessus des jeunes gens disparaissent et le lion soulève brutalement l'aigle par les ailes, l'éloignant de la jeune fille. Dan se met à tordre frénétiquement la jeune fille dans tous les sens, remarquant qu'elle est couverte d'égratignures. L'homme serre Anne fort dans ses bras et lui demande pardon de ne pas l'avoir accompagnée et de n'avoir pas pu la protéger. Plus tard, Anne persuade Jasper de s'allonger et de se reposer. Bien qu'elle l'ait guéri, ses os et ses muscles lui feront encore mal pendant un certain temps. Le lion et le loup discutent de la situation. Dan déclare avec véhémence qu'ils doivent retirer la fille de ce nid. Depuis le jour de l'effondrement des décombres, Jasper tente par tous les moyens de surprendre Anne seule et de lui avouer enfin ses sentiments. Mais Dan se met constamment en travers de son chemin, l'empêchant de dire un mot. Un jour, le jeune homme cueillit un magnifique bouquet, l'apporta au messager et faillit se mettre à parler. Mais alors le lion apparaît et déclare qu'il est au courant depuis longtemps de la vénération que les jeunes gens portent aux talents médicaux d'Anne. Le lion passe son bras autour des épaules du jeune aigle et dit à la fillette qu'il sera un merveilleux ami. Le messager montre un paquet d'herbes médicinales et dit qu'ils doivent en trouver 30 de chaque type. Jasper vient trouver Edward, lui avoue tout et lui demande désespérément ce qu'il doit faire. Le frère dit que le garçon doit mûrir, mais comme la situation est si grave, il va l'aider cette fois-ci. Un membre du clan des aigles appelle Dan et lui dit que le chef de la tribu veut le voir. Dans le même temps, la jeune fille explique à Sean que, sur ordre de l'aîné, il doit négocier avec la tribu des serpents. Réunis chez le chef du clan, les garçons apprennent que la tribu des serpents a été gravement touchée par une avalanche et qu'ils ont besoin d'aide de toute urgence pour dégager ses habitants ensevelis sous la neige.
Jasper écoute aux portes de la grotte et songe à la façon dont son frère a tout orchestré avec ingéniosité. Temporairement sans rivaux, le jeune homme trouve des fleurs d'hiver et prépare soigneusement un lieu pour la cérémonie qu'il a prévue. L'homme parvient à tout préparer, mais se rend soudain compte qu'il a mangé quelque chose de mauvais et qu'il doit partir d'urgence. Quelques minutes plus tard, Edward s'approche de la grotte préparée et demande si Anne est là. Le chef remarque la grotte décorée et refuse de croire ce que son frère insensé a manigancé. Remarquant le messager qui approche, Edward pense avec irritation qu'il doit absolument se sortir de là et aider Jasper. Le chef tente d'éloigner la jeune fille de la grotte, prétextant avoir mal à l'aile et devoir être examinée d'urgence. Anne souhaite retourner à la grotte et inspecter l'aile au plus vite, mais l'homme lui dit qu'il ne se sent pas à l'aise ici et la persuade d'aller dans sa grotte. Soudain, la jeune fille finit par regarder la grotte et demande, perplexe, ce que tout cela signifie. Édouard tente d'expliquer quelque chose à la jeune fille, mais elle lui ordonne avec crainte de garder ses distances. Soudain, Anne trébuche et se cogne maladroitement le nez contre le ventre d'Edward. L'homme remarque de la saleté sur la joue de la jeune fille, tend la main et l'essuie délicatement. Obéissant à une impulsion incompréhensible, Edward s'approche d'Anne avec l'intention manifeste de l'embrasser. Jasper surgit alors des buissons et, mêlant horreur et perplexité, demande ce qui se passe ici. Anne ne comprend pas pourquoi elle doit se justifier, mais elle continue d'affirmer qu'il ne s'est rien passé, que le type a simplement tout mal interprété. À ce moment précis, comme par magie, le messager trébuche et recommence à tomber. La jeune fille fonce droit sur Edward et tous deux commencent à tomber dans les buissons. Par un concours de circonstances, la jeune fille atterrit sur l'homme et leurs lèvres se rencontrent dans un baiser inattendu. Prenant conscience de l'absurdité de la situation, Anne tente d'expliquer que Jasper a tout mal compris, qu'il n'y a rien entre elle et Edward, et que si le garçon ne la croit pas, il peut demander à son frère. La jeune fille se tourne vers le chef, mais pour une raison inconnue, il reste silencieux, pensif et rougit. Soudain, Anne se tourne vers le jeune homme et lui demande quelle importance cela a pour lui, même s'il y a quelque chose entre elle et son frère. Jasper, les larmes aux yeux, confie qu'il apprécie beaucoup Anne et qu'il n'aurait jamais imaginé que son frère aîné le devancerait. La jeune fille regarde le garçon avec perplexité et confusion. Elle ne le considérait pas du tout comme un homme. Soudain, Jasper prend les mains d'Anne et déclare qu'il n'est pas du tout jaloux et qu'il est prêt à assumer ses responsabilités envers son frère. La messagère regarde le jeune homme avec perplexité et refuse de croire ce qu'elle entend. Sean et Dan surgissent de derrière les buissons et demandent d'un air suspicieux ce que font ces jeunes-là. Les frères émergents du clan des Aigles réalisent avec horreur que ce qui vient de se produire n'est rien de moins que le début du chaos. La messagère, exaspérée par cette situation absurde, agite les mains d'un air irrité et déclare que tout le monde se méprend sur la situation. Jasper prend un air mystérieux et dit à Anne qu'ils savent tout. Le frère cadet du chef se souvient que, lorsqu'il était malade, la jeune fille lui apportait constamment des fruits. Le jeune homme vit aussi comment le messager avait secrètement pris ses plumes. Et dans leur clan, cela ne témoigne que d'une seule chose. Anne explique que les plumes d'aigle des montagnes sont réputées avoir des propriétés curatives et qu'elle les a collectées pour des expériences. Jasper, désespéré, contacte Anne et lui dit que la jeune fille lui a confié en rêve sa sympathie pour le jeune homme. La messagère tente d'expliquer qu'elle n'a pas du tout rêvé de cet homme, et que si elle a marmonné quelque chose en dormant, cela ne veut rien dire de toute façon. Anne affirme catégoriquement qu'elle traite Jasper comme un petit frère et qu'il n'y a rien d'autre à discuter. Dan dit à la fillette qu'elle ne doit pas laisser le petit aigle la poursuivre. Anne assure au lion qu'il n'a aucune raison d'être jaloux et l'embrasse de façon convaincante. Jasper est hors de lui, pensant qu'après tout ce qui s'est passé, il aime Anne encore plus qu'avant. Après mûre réflexion, le jeune homme arrive à la conclusion qu'il doit faire preuve de plus de persévérance. Le lendemain, les filles trient des herbes médicinales, et l'une des sœurs demande à Anne de l'aider à prendre un pot sur l'étagère du haut. Le messager est heureux d'aider et commence à grimper. Soudain, les doigts de la jeune fille glissent de l'étagère et elle réalise que le lourd meuble est sur le point de l'écraser. Soudain, les étagères s'arrêtent et la jeune fille est saisie par la main puissante d'Edward. Le chef demande gentiment à Anne si elle était blessée et la jeune fille, touchée par son attention, répond que tout va bien. Une sœur du clan de l'Aigle observe la situation délicate et décide qu'il vaudrait mieux pour elle de partir. Anne remarque la fuite de la jeune fille et la supplie désespérément de ne pas partir. Édouard continue de tenir le messager et lui demande en plaisantant si la jeune fille devrait au moins le remercier.
Anne se libère de l'emprise du chef et se dirige avec assurance vers les grottes, mais Édouard dit qu'ils doivent aller dans l'autre sens. Après avoir rempli un panier des plantes nécessaires à la guérison, la messagère se rend compte qu'il sera trop lourd pour qu'elle le porte seule. Jasper apparaît soudainement derrière la jeune fille et lui dit qu'il serait heureux de l'aider. Le garçon jette le panier par-dessus son épaule, dit qu'il est toujours heureux d'aider un ami et invite Anne à faire une promenade en forêt. Le couple s'approche d'un ruisseau et le messager se rend compte que le traverser sera très difficile. Jasper, voulant montrer à Anne sa force et son attention, la saisit par la taille et déclare joyeusement qu'il la portera volontiers. Un peu plus tard, Sean demande à la jeune fille comment s'est passée son incursion dans la forêt. Anne avoue que Jasper l'a tout simplement tourmentée. Edward arrive, dit qu'il fait beaucoup plus froid dehors et tend une couverture au messager. La jeune fille remarque avec joie que la couverture est faite de beau velours. Le chef affirme que ces couvertures tiennent mieux chaud que toutes les autres, ce qui témoigne de la sincérité de celui qui les offre. Sean remercie le chef de la tribu des Aigles et déclare qu'il est temps pour lui et Anne de partir. Jasper regarde dans la grotte pour voir le messager qui explique qu'à cause des chutes de neige, tout le monde a été resté chez soi pendant 3 jours et qu'il a apporté des fruits frais à la jeune fille. La jeune fille accepte les pommes avec reconnaissance et, regardant le jeune homme à moitié nu, lui demande s'il a froid. Jasper insiste sur le fait qu'il n'a pas froid, et Anne lui dit qu'il est temps pour lui de rentrer chez lui et qu'ils en reparleront une autre fois. Remarquant que Sean essaie de ne pas montrer sa jalousie, la jeune fille embrasse tendrement le garçon et lui assure qu'elle n'a besoin que de lui. Le loup remarque avec tristesse que la fille ne lui prête plus attention ces derniers temps. Le lendemain, une des sœurs regarde dans la grotte et dit que la neige a cessé de tomber, qu'un couple a décidé de se marier et invite Anne. Les filles sortent dans le cercle de pierre, tout le monde salue la messagère et la sœur lui demande d'attendre un peu. Soudain, Édouard apparaît devant la jeune fille, vêtue de magnifiques vêtements et tenant de superbes fleurs dans ses mains, et déclare qu'Anne a leur foi et leur bénédiction. L'homme s'agenouille devant la messagère et lui demande d'accepter les fleurs, mais Anne sent que quelque chose cloche et refuse. Édouard propose calmement au messager d'accepter le bouquet et de le remettre au prêtre pour le sacrifice. Jasper apparaît derrière Anne, lui aussi vêtu de façon inhabituelle et se préparant à jouer le rôle d'un prêtre. Après avoir reçu les fleurs, le jeune homme commence soudain à se transformer et des ailes extraordinaires apparaissent dans son dos. Edward remarque avec fierté que son frère a enfin grandi. Il a travaillé dur et longtemps pour atteindre ses objectifs. Anne est surprise de constater que les frères sont des descendants du chef et se demande s'ils ont vraiment besoin de se battre pour quoi que ce soit. Jasper, qui apparut derrière eux, annonça avec colère qu'il avait reçu le rang de prêtre lors d'une bataille loyale entre clans, puis se retourna et s'éloigna. Edward explique que dans le clan de l'Aigle, le pouvoir ne se transmet pas par héritage, et les paroles de la jeune fille ont quelque peu offensé Jasper. Anne se tourne et se retourne dans son lit toute la nuit sans parvenir à dormir, décidant qu'au matin, elle retrouverait Jasper et lui présenterait ses excuses. 3 jours plus tard, la jeune fille est assise, mangeant des pommes, et pensant que le jeune frère du chef n'est qu'un enfant insupportable, qui se cache et la prive de la possibilité de s'excuser. Une demi-heure plus tard, Édouard trouve Anne complètement hors de contrôle et ne comprend pas ce qui s'est passé. Se rendant compte que la jeune fille a mangé trop de fruits enivrants, l'homme décide de l'emmener à la grotte. La jeune fille importune sans vergogne le chef, celui-ci tente de lui expliquer que le messager est ivre, mais en vain. Profitant de l'occasion, Édouard demande à Anne ce qu'elle pense de Jasper. La jeune fille ivre déclare avec agressivité que le garçon n'est qu'un imbécile qui aime provoquer les loups-garous. Anne agite les bras d'un air belliqueux et déclare que sans le joli minois du garçon, elle l'aurait vaincu depuis longtemps. Le chef demande de manière provocatrice à la jeune fille qui, selon elle, est le meilleur, Jasper, Sean ou Dan. La jeune fille déclare avec conviction qu'Edward est le meilleur et l'embrasse passionnément. Le chef comprend qu'Anne n'a absolument aucune idée de ce qu'elle fait et qu'elle essaie de se dérober par tous les moyens possibles. Le messager commence à examiner et à toucher le corps de l'homme, ce qui la ravit. La jeune fille déclare catégoriquement qu'elle aime tellement cet homme qu'elle le prendra, qu'il le veuille ou non. Répondant à un autre baiser passionné, l'homme réalise qu'il n'a plus la force de résister.